Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Marion Kenzel, Institut de l'élevage, je travaille au service production des viandes et j'ai participé durant le programme Cap Protéines à l'animation, au pilotage du dispositif Ferme Pilote, donc pour la filière bovin-viande et puis pour l'animation de l'interfilière. Donc là, je vais vous présenter les résultats en synthèse issus de ces fermes pilotes avec une vision transversale, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps et ce n'était pas l'objet de présenter l'ensemble des productions qui ont été issues de ces suivis. Et je me fais évidemment le porte-parole de l'ensemble du collectif de travail qui a œuvré pour permettre tous ces résultats. Donc ma présentation ici va être en deux parties. Déjà, on va parler de la production de références, comment on actualise les référentiels et certaines des données déjà qu'on a vues hier. Donc je vais vous montrer que maintenant on va en avoir des nouvelles. Et ensuite, je vais vous amener quelques éléments de synthèse issus de l'analyse des leviers qui ont été mis en place donc par les éleveurs. On est allé observer sur le terrain ce qui se faisait et ça a donné lieu à des témoignages. Voilà, pour regarder comment ensuite on peut valoriser ça dans la mise en pratique et pour le déploiement de l'amélioration de l'autonomie protéique. Alors, je reviens quand même en guise d'introduction sur la méthode de calcul de l'autonomie protéique. On en parle beaucoup. Alors, hier, ça a été évoqué. Bon, tout le monde n'était peut-être pas là hier, donc je me permets de repasser par un peu de méthodologie sur le calcul de l'autonomie pour bien comprendre de quoi on parle. Donc on parle en fait d'une autonomie calculée au niveau des exploitations d'élevage et d'une part d'autonomie protéique qui est ramené aux besoins des animaux à nourrir dans le troupeau. Donc on fait l'inventaire des animaux, on regarde leurs besoins d'entretien et de production en s'appuyant sur des abacs d'alimentation, ce qui permet de calculer l'ensemble des besoins théoriques du troupeau. Et en ça, on met en relation finalement la part de ces protéines qui est achetée, ce qui permet de regarder la dépendance en protéines. Et puis, ce qui n'est pas acheté, c'est l'autonomie protéique. Voilà, donc l'autonomie protéique, c'est la part de MAT qui est produite par l'exploitation, ramenée aux besoins totaux du troupeau. Et c'est une estimation, puisqu'on fait un calcul à partir de référentiels. Voilà, alors ensuite on parle de référence. Alors hier on a vu, ça a été présenté plusieurs fois, d'ailleurs je me suis dit mince, je vais encore le représenter. Mais quand même, on a des références, c'est celles qui circulaient jusqu'à présent et qui circulent encore, qui sont issues des observations de fermes de référence, donc des fermes Inusis réseau d'élevage, et qui permettent de montrer la hiérarchie entre les filières, avec des filières allaitantes qui sont autour de 85% d'autonomie protéique, et puis des filières laitières qui ont une marge de progrès, on va dire, un peu plus importante. Et là, voilà, je vous représente ce que vous avez déjà vu hier, donc ce qu'on représente avec ces réglettes pour montrer la dispersion, ce qui est un premier constat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispersion dans les exploitations d'élevage au niveau du taux d'autonomie protéique, avec des différences entre filières, c'est-à-dire que les filières allaitantes, bovin-viande, ovin-viande, sont à des niveaux d'autonomie, vous avez ça sur la gauche pour vous, moyen autour de 85% et avec une dispersion somme toute pas très importante. Et puis les filières laitières avec beaucoup plus d'hétérogénéité, des niveaux d'autonomie protéique qui sont autour de 65% et même 50% pour les caprins. Et je vous l'ai dit, une dispersion plus importante. Deux choses quand même de ces premières références, celles qu'on a utilisées en premier lieu, c'est d'une part, dans toutes les filières,
On voit qu'il y a des éleveurs qui sont à 99 ou 100% d'autonomie protéique. Ici, hein, c'est Réglette, le bout du trait noir, c'est le maximum. Et puis, l'autre bout, on va dire, de ces boîtes à moustaches, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il y a aussi deux types, on va dire, typologies d'élevage qui sont avec une autonomie protéique très faible par construction, qui sont les caprins sans foncier. Il y a des élevages caprins hein, avec des installations sur très peu de foncier. Donc là, la problématique de l'autonomie protéique concerne déjà la problématique de l'autonomie alimentaire. Et puis, en bovin viande, on a les systèmes engraisseurs qui valorisent des sous-produits de l'industrie agroalimentaire, où là aussi, on a des systèmes avec une autonomie protéique très faible. Et j'allais dire, pour ces systèmes-là, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on a aussi là-dessus? Non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et alors, donc ce dispositif de ferme pilote qui a été constitué pour le programme Cap Protéines, donc rassemble un nombre un peu moins important de fermes, 330 fermes pilotes, qui ont été sélectionnées quand même sur tout le territoire. Vous avez là les points qui représentent les fermes avec un code couleur pour les filières. Donc on voit qu'on a vraiment représenté l'ensemble du territoire métropolitain et même avec des fermes aussi à La Réunion et en Martinique, qui ont été choisis donc par les conseillers terrain pour leur originalité ou on va dire leur innovation en termes de mise en place de solutions techniques pour améliorer leur autonomie protéique. Et alors on va le revoir après, mais donc ces fermes permettent de faire monter entre guillemets le niveau d'autonomie protéique moyenne par filière de façon plus importante dans les filières laitières, hein, bovin lait 77%, ovin lait 92%, caprin 72%, qui avait une marge de progrès entre guillemets plus importante. Et puis pour les filières allaitantes, on a aussi en moyenne 5 points d'autonomie protéique supplémentaire. Donc ça c'est le premier, ça vous montre le panorama. Donc c'est un dispositif qui a permis de travailler en partenariat avec 5 réseaux de conseillers, des chambres d'agriculture, du BTPL, les CIVAM, les réseaux des ITAB, enfin des fédérations d'agriculture biologique, et puis donc c'était France Conseil Élevage Alliance maintenant, donc de contrôle de performance. Les suivis donc, ont eu lieu sur 2 ans et avec une remontée de données pour la campagne 2020. Donc on a eu un travail de concertation et d'appropriation d'outils communs qui ont été mobilisés pour remonter des données donc, qui avaient le même sens et calculées de la même façon, avec des indicateurs technico-économiques, donc l'utilisation soit du diapason, coupe-rod ou l'outil dialecte pour les CIVAM, Devotop pour le calcul de l'autonomie protéique, des indicateurs environnementaux qui sont remontés, enfin qui ont été calculés avec l'outil Cap2ER, et puis une des productions aussi de chacune de ces fermes était donc des témoignages, donc avec une maquette commune pour valoriser ces témoignages. Donc deux produits qui permettent donc d'avoir une valorisation de masse et collective. Donc déjà, on a constitué une base de données et puis voilà, on a des témoignages pour avoir des enseignements plus qualitatifs. Alors, je reviens sur ces fermes pilotes qui sont quand même nettement plus autonomes que notre dispositif de référence Innosis, donc, qui lui représente des types de la ferme France. Ces fermes pilotes sont plus autonomes, notamment sur les filières laitières. Et là, du coup, j'ai zoomé sur la dispersion de ces niveaux d'autonomie, enfin des niveaux d'autonomie de ces fermes, où on voit que quand même, on arrive à un nombre
même s'il n'y a pas tout le monde, significatif de fermes qui sont à plus de 90% d'autonomie protéique, avec un plus de 10% des fermes qui sont en autonomie totale, une forte progression chez les caprins, qui parviennent à 75% en moyenne, et qu'est-ce que je vais dire, et les ovins viande, donc ovins lait, pardon, qui ont une démarche un petit peu différente, puisque pour la plupart sont engagés sur des AOP avec des cahiers des charges qui restreignent évidemment les achats extérieurs. Donc ça, c'est un des premiers résultats. Ensuite, l'outil Devotop permet de regarder donc la part de dépendance en protéines achetées et l'origine de ces protéines, avec ce qu'on a appelé, ce qui est dans la terminologie de l'outil Devotop, donc une protéine, on va dire bateau quand elle vient de loin, camion quand elle est nationale et tracteur quand c'est un approvisionnement plus local. Et là également, donc ça permet de visualiser sur ce graphe où vous avez le pourcentage d'autonomie protéique en abscisse et le pourcentage de MAT importé en ordonnée, que les filières sont pas positionnées de la même façon et n'ont pas le même niveau de dépendance, on va dire, à ces protéines importées, avec des filières viande qui sont à 2 à 4% de dépendance de leur de leurs besoins en protéiques, en protéines importées, donc une marge, on va dire une dernière marche à franchir qui finalement est pas très importante. Et puis voilà, les filières laitières, mais on l'a vu hier, ça a été dit, qui sont à 12%, 8% chez les caprins, donc où là on est à un niveau un peu plus important. Une autre représentation, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ça permet de voir quelle est la part de ces protéines en fonction de de ces dépendances aux protéines en fonction de leur origine. Et on voit se distinguer, encore une fois, la filière bovin-lait qui est dépendante à 50%, on va dire, du soja importé ou du colza, quand c'est du tourteau de colza, mais produit en Amérique du Nord. Donc ça permet d'avoir des éléments supplémentaires en plus de nos taux d'autonomie protéique. On a des éléments qui peuvent se recouper avec d'autres sources de données sur la part de dépendance et où sont les efforts et de quel ordre de grandeur ils sont. Et ensuite, les deuxièmes types d'enseignement, donc quelles sont ces fermes et finalement comment elles se caractérisent. Alors je vous l'ai présenté ici en tableau, c'est vrai que j'aurais pu mettre finalement les mots-clés, mais je l'ai laissé en vis-à-vis. Il y a 3 choses à retenir de manière transversale et qu'on retrouve dans toutes les filières. C'est que d'une part, on a eu une surreprésentation des fermes en bio dans notre échantillonnage. Les bio sont plus autonomes par construction, ce qui pose la question derrière, donc c'est pas un scoop évidemment, mais ça pose quand même le débat de la réglementation, c'est-à-dire quand il y a une contrainte, il y a des éleveurs qui savent faire. Une deuxième chose dans la caractérisation de ces fermes, c'est que de manière très transversale, on a des chargements qui sont plus faibles. Donc ça a été dit aussi dans les présentations avant, c'est-à-dire que c'est un constat qu'on vient faire, c'est pas forcément une voie de mise en œuvre, mais on constate que les fermes les plus autonomes ont des chargements plus faibles que les autres. Et puis, donc ça pose la question du foncier, de l'agrandissement, de surface supplémentaire pour gagner en autonomie. Et le troisième point, qu'on ne retrouve pas partout dans toutes les filières, mais quand même qu'on a en filigrane, c'est le niveau de productivité technique. C'est-à-dire que dans certaines filières, il y a des systèmes très productifs qu'on ne retrouve pas dans les fermes très autonomes.
Voilà, donc la question de l'adaptation du niveau de productivité zootechnique à la ressource alimentaire est ici interrogée et c'est évident qu'on a besoin d'une cohérence, même si on ne retrouve pas statistiquement de lien entre le niveau de productivité et le niveau d'autonomie. Alors, du coup, ces explorations typologiques nous ont permis de créer les référentiels pour le conseil, donc, qui sont embarqués là dans l'outil d'Evotop. Ici, vous avez comme exemple le référentiel des bovins laits, où on ne traite pas de la même façon en termes de diagnostic. On ne positionne pas, on va dire, le niveau d'autonomie protéique d'une ferme laitière qui est en système maïs dominant de la même façon qu'une ferme de plaine en bio ou en montagne. Donc ça permet d'avoir dans toutes les filières voilà, des référentiels qui correspondent à une typologie et un potentiel, on va dire, observé dans les bases référentielles qu'on suit d'autonomie protéique. Autre chose, dans les leviers qui sont mis en œuvre par les éleveurs, les plus fréquemment utilisés, il y en a 3, ceux qu'on retrouve dans toutes les filières. Bon, sans surprise, c'est l'herbe et les fourrages, ça tombe bien pour ces journées, je veux dire. Voilà, donc on a le pâturage et les parcours qui sont utilisés voilà, dans les filières laitières en quasiment partout. La culture de l'herbe et l'enrichissement, on va dire, en matière azotée, donc la culture de la protéine fourragère. Et puis les légumineuses fourragères, donc la luzerne très présente, et des trèfles et en pur ou en mélange. C'est-à-dire que les mélanges céréales protéagineux arrivent en 4e position, mais là j'ai mis que les 3 premiers. Autre constat aussi dans ces fermes, c'est que finalement en pratique, la mobilisation des leviers sur le processus de transition et le chemin de l'autonomie, on va dire, en fait, il se fait dans l'ordre inverse de la façon dont on est habitué à les présenter en termes d'efficacité. C'est-à-dire que les éleveurs en premier, ils vont essayer la substitution, c'est-à-dire j'utilise du tourteau de soja et puis pour une raison X ou Y, un élément déclencheur, je veux me produire ma protéine. Donc ils commencent par essayer de produire des protéines, donc cultiver des protéagineux. Bon, ça c'est un levier qui très souvent, et on le voit revenir très très souvent, a été essayé, mais pas sélectionné, on va dire. Voilà, on a des éleveurs qui ne sont pas des cultivateurs et qui sont confrontés à la variabilité interannuelle des rendements sur des protéagineux. Donc ont évolué, lorsque les cultures sont possibles, plutôt vers des mélanges de la culture des métailles. On travaillait leur mélange avec les différentes espèces à incorporer dedans, mais on laissait tomber, dans la majorité des cas, les cultures de protéagineux en pur. Et puis, au fur et à mesure de la transition, c'est la valorisation des fourrages et du pâturage qui arrive en 2e. Ensuite, donc l'amélioration, l'enrichissement, on va dire, des productions fourragères et de l'herbe. Et puis, en dernier lieu, la mise en œuvre d'un équilibre entre le système fourrager et les objectifs de production. Donc ça, c'est la pratique. Et, il va falloir conclure. Ah, d'accord. J'ai encore 2 diapos. Voilà, donc c'est en transition. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un peu ça. Il faut aussi une dizaine d'années pour mettre en place un niveau d'autonomie qu'on peut considérer d'abouti. Et bien souvent, évidemment, c'est une combinaison de leviers. Le lien à l'économie, qui est une question récurrente. Donc on a testé par un travail statistique
Donc 3 idées à retenir. La première, sans surprise, c'est qu'évidemment, gagner en autonomie protéique, ça permet de diminuer le coût direct des achats alimentaires. On achète moins, donc en coût direct, ça baisse. Quand on regarde au niveau du système d'alimentation, méthode coût de production, donc on ramène les charges de mécanisation liées à la culture des surfaces qui servent à alimenter le troupeau, on tombe finalement sur un coût identique. Donc c'est pas mieux d'être autonome, mais c'est pas pire. C'est ni moins ni plus. Par contre, on a évidemment une composition différente du coût alimentaire avec des charges directes qui sont plus basses et par contre des charges de mécanisation qui sont plus élevées. Et puis, on a trouvé aussi statistiquement une corrélation positive et significative, pas très forte, mais significative, entre le niveau d'autonomie protéique et l'efficacité économique à l'échelle de l'exploitation. Qu'on a nommé une réduction, on va dire, des charges, une amélioration de l'efficacité économique par une économie des charges. Voilà, et c'est plus marqué en système bio. Et voilà, donc pour conclure, c'est les idées que je viens de vous raconter. Donc il y a 3 grands leviers utilisés par les éleveurs en combinaison, l'herbe, le pâturage et les fourrages. Il faut 10 ans de transition. Économiquement, ça coûte pas moins cher. On ne fait pas des économies, mais c'est pas plus cher non plus. C'est quand même un résultat. Une voie, alors dont on a parlé ce matin, c'est intéressant, qui n'a pas du tout été citée par les éleveurs, c'est la voie d'autonomie protéique à l'échelle des territoires, qui peut être à renforcer. Et puis, bien évidemment, voilà, l'enjeu de demain dans les suites de l'accompagnement à mener là pour déployer et améliorer l'autonomie protéique, ça va être d'adapter tous ces leviers au changement climatique. Et je finis en remerciant tous les co-auteurs, les éleveurs, les conseillers qui ont participé à ce travail collectif. Merci Marion. Bon, je suppose qu'il y a des questions, il y a des mains qui se lèvent. Alors Julien, et puis après on passera à Luc. Ces deux premières interventions sont très complémentaires. On voit bien que les leviers techniques existent, mais que les leviers pour faire changer les gens vont être plus compliqués à trouver. Ouais, merci pour cette présentation. À l'issue des 2 jours, on commence à retrouver les leviers dont on parle depuis hier, donc c'est rassurant. Il y a quand même un levier dont on n'a pas parlé. On a dit ajuster les besoins des animaux, ce à quoi je souscris complètement. Et aussi ajuster les effectifs. Alors moi, je suis très formaté bovin-lait, et en bovin-lait, on a quand même des effectifs d'animaux parfois sans tout en trop. Il y a notamment l'âge au premier vélage des génisses qui, en France, ne bouge pas depuis, j'ose pas dire 30 ans, mais on était bien à ce niveau-là. Et là, clairement, c'est des animaux qui consomment des fourrages, des protéines, des aliments que l'on pourrait tout à fait réduire sans nuire à la production globale d'exploitation. Je ne sais pas quel élément de réponse t'apporter. J'ai pas une vision précise sur la filière bovin-lait. Ce qu'on a vu en transversal, c'est que les éléments de conduite du troupeau, qui étaient les leviers par les UGB, la baisse des animaux improductifs ou du renouvellement, c'est pas quelque chose qui est ressorti de manière significative dans la hiérarchie. Je dis pas que dans l'ensemble, dans l'approche systémique, c'est pas un élément qui est utilisé. Alors on le voit un peu à travers le chargement quand même, mais que nous on explique plutôt par une augmentation du foncier, pas forcément par une baisse des UGB. Luc. Oui, merci. Moi je veux bien revoir la première diapo sur la définition d'autonomie protéique qui me perturbe énormément. J'aurais dû voir Devotop depuis longtemps, désolé. Je ne comprends pas cette notion de besoin MAT qui n'existe pas. Et je ne comprends pas pourquoi l'autonomie n'est pas définie comme étant la quantité de protéines produites sur la quantité de protéines totale consommée dans l'élevage. Ce qui d'ailleurs vous permettrait d'activer le levier dont vient de parler Julien, à savoir est-ce que je ne peux pas consommer moins de protéines en ayant moins de génisses à élever. Je ne comprends pas cette définition des besoins.
Alors, les besoins sont calculés à partir des animaux présents. Les besoins en MAT, c'est quoi? C'est les besoins en matière, sèche. Enfin, c'est basé sur la capacité d'ingestion et sur des tables de référence, après, derrière, de besoins de MAT en pourcentage. Parce que l'autonomie est définie en haut, en rouge. Celle-là, je la comprends. Un système herbager qui ne mange que de l'herbe, pour moi, il est 100% autonome. Ouais. Il n'achète rien. Mais si vous mettez les besoins des vaches laitières à 18 de MAT dans la ration, il est plus autonome. Je ne comprends pas cette définition des besoins en MAT. Il y a quelque chose qui m'étape là. Oui. Et je voudrais bien savoir quelle valeur vous avez mis, parce que depuis 1978, il n'y a plus de besoins en MAT, puisque les besoins des animaux sont raisonnés en PDI. Là, j'ai un vrai problème. Je pars avec un gros souci. Je crois qu'il y a eu un débat sur la méthode au départ sur les deux méthodes, c'est-à-dire soit on calcule les besoins théoriques, alors tu me dis qu'il n'y a plus de besoins théoriques, donc Je voudrais bien savoir. et soit on fait le constat de effectivement ce qui est acheté sur ce qui est consommé. Et là, En tu partant- peux faire un effort sur ce qui est acheté, justement. En partant du principe que ce qui est consommé couvre les besoins. Non, oublie les besoins, on s'en fout ça. Ils couvrent les performances des animaux, mais ils ne couvrent pas les besoins, il n'y a pas de besoin. Aux USA, ils te disent qu'une ration à moins de 18% de MAT chez une vache laitière, c'est une ration qui ne marche pas. En France, on milite pour 13-14% et on fait le même lait. Il y a un truc qui ne me va pas là. Et c'est sérieux. Hein. Alors il y a des interventions là-bas, Bertrand Davot, Joseph Yoka, je crois. Et alors peut-être Benoît tout de suite pour compléter. Ah, si c'est pour poser la même, hein. Non, mais je dis ça juste par rapport au souci qu'on a après d'utilisation de Devotop, parce que en fait Devotop, ça calcule plutôt, on va comparer un besoin, une MAT achetée par rapport à une MAT consommée estimée. Calculé, oui. Oui, estimation. Et en fait, le souci que j'ai, moi, c'est quand j'utilise avec des éleveurs, c'est que finalement, les protéines qu'ils produisent eux, sur leur ferme, bah finalement, c'est par défaut, c'est qu'on calcule. Mais en fait, jamais on traite le sujet avec les agriculteurs, finalement, quelle quantité de protéines tu produis chez toi. Et alors là, je pense que Devotop, ça mesure une dépendance, pas une autonomie, en fait. C'est tout à fait pareil. Oui, ça mesure une dépendance et c'est l'inverse de Et l'autonomie je trouve par que déduction. par rapport à tout ce qu'on vient de parler depuis 2 jours, et le fait de discuter avec les agriculteurs sur leur capacité à produire des protéines, ben, Devotop l'aborde pas en fait, c'est par défaut. C'était juste ma remarque. J'avoue que je suis un peu coincé moi avec des éleveurs des fois quand j'approche le calcul Devotop comme ça, c'est-à-dire qu'on compare juste ce qu'ils achètent par rapport à ce qui est estimé consommé. Par rapport à ce qu'on Par une estime estimation de de leur besoin. consommation, oui. Bertrand. Donc oui, sur le plan méthodologique, il me semble en fait que le choix qui avait été fait pour estimer le plus rapidement possible les besoins justement ématés d'une exploitation et éviter de passer par tout l'inventaire de ce qui était consommé sur une exploitation, avec des difficultés parfois à savoir la valeur des fourrages, des enrubanages, des foins, de leur mettre des valeurs en fait derrière. Le choix avait été fait d'essayer d'estimer un besoin avec effectivement toutes les limites que ça peut avoir, de faire un besoin en MAT en fait pour couvrir les besoins du cheptel. Alors il y a effectivement des règles en fonction des niveaux de production, enfin historiquement pour les vaches laitières c'était comme ça, différents besoins en tonnes de MAT par an, mais c'est effectivement discutable, ça ne permet pas forcément d'interroger très finement des questions sur l'équilibre très, très fin des rations, et par contre d'aller rapidement savoir ce qui est acheté à l'extérieur, parce que de manière générale, l'information en élevage est plus facile à mobiliser parce qu'on a les protéines brutes ou la MAT des aliments qui étaient achetés à l'extérieur, et effectivement par défaut de convenir que tout le reste devait être couvert par des fourrages qui étaient produits sur l'exploitation. Donc il y a eu, après le moteur a peut-être évolué dans la définition des besoins pour calculer assez finement le besoin MAT, mais le choix était ça, c'était un choix de simplification méthodologique pour avoir une estimation rapide du besoin global et de pouvoir évaluer en gros ce qui venait de l'extérieur et en considérant que le reste était produit sur l'exploitation. Avec effectivement,
c'est pas la même Oui. truc. Merci de ce rappel historique. Et on va passer le micro à M. Yoka. Merci. J'ai un souci sur la méthode de calcul de l'autonomie protéique. En rouge, là, je vois une formule, mais qui n'est pas la même que celle qui est dans le document contenu dans les actes. Parce que dans les actes, en page 132, il est dit ceci. L'autonomie protéique est égale à 1 moins le rapport quantité de MAT acheté sur quantité de MAT consommé. Ouais. Ce n'est pas la même formule. C'est là où je suis un peu perdu. Alors, la formule n'est pas la même. L'autonomie est l'inverse de la dépendance. Mais oui, c'est le ratio, c'est 1 C'est le moins ratio, quantité oui, de oui. MAT acheté sur quantité de MAT consommé. Mais c'est pas la même formule que en Oui, rouge, là. mais là, on a mis produite, qui est par déduction, c'est ça Et je prends laquelle, finalement. En Ah, tant qu'enseignant, c'est la même. je conseille aux étudiants quelle formule. C'est la même, mais celle que vous avez citée en premier, celle développée de 1 moins l'acheter égale en fait quantité d'aliments produits sur l'exploitation. Oui, non, après, d'accord. Oui, ça c'est vrai. Il y a un problème là. Est-ce qu'il aurait été compliqué de, parce que là du coup je rentre dans le débat, de calculer par rapport à la protéine exportée? Si j'ai bien compris, la définition de l'autonomie, c'est celle qui est écrite en rouge là sur cette diapo. Sauf que le choix méthodologique qui est fait dans Devotop est de l'estimer rapidement. C'était surtout ça. Devotop en tout, ça prend une demi-heure, ça prend pas 3 heures. C'était vraiment ça la logique, de l'estimer grossièrement, certainement, avec un choix qui a été de faire Passer par les besoins. produit par rapport à une MAT théoriquement nécessaire. Et donc on estime l'autonomie. Donc évidemment ce qui est écrit en rouge et ce qui est écrit en noir, c'est pas pareil, parce que ce qui est écrit en noir, c'est une façon Méthodologique. rapide d'approcher, d'estimer ce résultat. Alors, dernière prise de parole, après on va passer à la dernière intervention, parce que là, on a lancé un vrai débat. Donc, Méthodologique, c'était bien. Jean-Pierre Manteau, donc chambre de la Drôme. Donc, pour vous rassurer, hein, ça dépend quelle utilisation on veut faire de l'outil. Donc, Devotop, il fait le même calcul que ce qu'on a développé un peu avant en Rhône-Alpes dans le diagnostic autonomie alimentaire. Donc, nous, on l'a utilisé plus de 10 ans en conseil individuel et ça marche super bien. Après, qu'on soit à 75, à 73 ou à 78% d'autonomie, c'est du pinaillage. Quand on est en conseil agriculteur, on s'en fout. Par contre, c'est clair que si on veut faire des références, des expérimentations, ben, c'est un outil qui est trop grossier, quoi. Voilà. Et il n'est pas fait pour ça. Par contre, en termes d'utilisation, je peux vous rassurer, je crois qu'il y a plus de 1000 diagnostics qui ont été faits sur Aura. Et on a réussi à discuter de l'autonomie et à essayer de faire bouger les agriculteurs avec cette formule de calcul. Ok, merci. Bon, on va clore ce petit débat fort riche et intéressant. Merci Marion. Tout à